Bonjour, nous allons aborder un thème qui excite finalement beaucoup de monde parce que en préparant ce rendez-vous, lorsqu'on a évoqué le terme de Big Data, tout le monde s'est dit immédiatement c'est là où il faut aller, c'est là où il faut être, c'est là où on va faire du business. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a du potentiel là-dessous. Et d'ailleurs, juste un petit mot, pourquoi ce nouvel or bleu ? L'or bleu c'est l'eau et aujourd'hui c'est quelque chose qui a de la valeur et qui va avoir de plus en plus de valeur. Donc l'idée c'était de dire les données vont avoir de plus en plus de valeur. Voilà, donc on va essayer de comprendre un peu comment elles ont de la valeur. Et vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien les choses très concrètes. Alors à partir du moment où on parle des données qu'elles ont de la valeur, on va essayer d'expliquer comment on peut les exploiter aussi, c'est quand même le but. D'abord, on va essayer de planter le décor. Pour nous présenter ces données, si vous êtes d'accord, que représentent-elles? Qui produit ces données? Ça, je crois avoir compris, entreprises et particuliers, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et est-ce qu'elles sont suffisamment exploitées? Alors, qu'est-ce que ça représente? On vit dans un monde qui croît à 4% par an, le PIB mondial. Les données, elles croissent à 40-50% par an dans les années à venir. 90% des données ont été créées dans les 2 dernières années. Donc on voit que cette volumétrie est gigantesque. Et d'où vient-elle? D'abord l'audio, la vidéo, qu'il va falloir exploiter. La présentation précédente, on a parlé de réseaux sociaux. Donc tout le contenu des réseaux sociaux, là aussi, gros volume de données. Le M2M, tous ces devices qui communiquent, ces capteurs, ces compteurs intelligents, gros volume. Et puis enfin, les documents non structurés, les textes. Le nombre de chercheurs dans le monde aujourd'hui est supérieur à celui de la totalité de l'histoire de l'humanité. Ces gens-là, ils produisent des documents qui ont de la valeur. Donc voilà les grands domaines. Voilà donc toutes ces données. Et une fois qu'on en a ces données, la question centrale, vous me voyez venir, c'est comment les exploiter pour quels résultats finalement? Alors, ces données, jusqu'à présent, on les voyait comme une charge. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'ingérable. Voilà, c'est ingérable, ça coûte cher, il faut les sécuriser, il faut les gouverner. Etc. Bon. Or, un dirigeant sur 2 considère qu'il n'a pas les données pour décider. Donc, ces données, c'est pas un rétroviseur qu'on veut, c'est un phare pour éclairer. Et dans différentes industries, on voit qu'on peut révolutionner et changer l'industrie. Un bon exemple, c'est la santé. Dans la santé, nous avons travaillé avec Wellpoint, c'est une sorte de mutuelle américaine qui a 70 millions de patients. On leur a mis un système dans lequel ce système récupère des millions de documents médicaux, tous les papiers de recherche, toutes les informations, tous les documents venant de tous les acteurs, pour être capable de faire du diagnostic médical. Donc être capable, quand une infirmière reçoit un patient, elle pose des questions, et en fonction, et plus on met de données, plus le système est prédictif, en fonction de ses symptômes, en fonction de ses traitements, en fonction de son mode de vie, en fonction de son historique, de ses parents et autres, le système va vous expliquer, en fonction des derniers résultats, le diagnostic. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des diagnostics de plus en plus précis à partir de symptômes de la part d'un patient qui, recoupés avec d'autres données, permettent d'être le plus exact possible, c'est ça? Le plus exact possible. Et Wellpoint, on va le faire dans le cancer, on va le faire dans différents domaines. Wellpoint nous dit la santé, la médecine ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Et ce domaine-là, là on a parlé de données au repos, on le retrouve aussi sur une grande tendance qui est l'analyse des données en flux, à la volée, avant qu'elles soient même stockées. Je voudrais juste vous donner un exemple, alors peut-être pas dans la santé, mais dans le domaine des transports. Vous savez qu'on a des systèmes de prédiction du trafic, ça marche pas très bien. Un des moyens de mieux prédire le trafic, c'est d'équiper des taxis, des véhicules de capteurs, de récupérer les informations GPS en temps réel, c'est là qu'on voit les flots de données en temps réel, et de déduire de manière précise le trafic. Ça, c'est ce qu'on fait à Stockholm, on fait des choses similaires à Lyon, et voilà. Donc c'est un exemple des données en flux. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités, on va évoquer tout à l'heure, j'ai l'impression que tous les champs sont possibles lorsqu'on exploite les données. Vous avez évoqué la santé, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la distribution, ça rejoint un petit peu la table ronde précédente, mais là aussi il y a beaucoup à faire. Alors oui, c'est un domaine qui va être très consommateur de données, avec 2 grands axes. Le premier axe, c'est l'analyse des signaux faibles. En particulier, l'analyse de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, des dizaines, voire des centaines de milliards de messages par jour. Dans ce fatras d'informations, les projets que l'on mène consistent à détecter ce signal faible. Un exemple, Henkel, donc quelqu'un qui fait de la cosmétique en Allemagne, en analysant les réseaux sociaux, se rend compte que sa gamme Schwarzkopf, les adolescents ne l'aiment pas. Et ça, en analysant les tweets, ils n'aiment pas le packaging, donc voilà, signal faible.
Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, au contraire, c'est l'hyper-personnalisation. Si j'arrive à avoir le maximum d'informations sur ce que fait un individu, ses passages en caisse, ses avis qu'il a publiés dans des sites ou dans des réseaux sociaux, sa famille, bon, énormément d'informations, pas uniquement les transactions, mais tout le reste, on va pouvoir mieux cibler des offres. Juste un dernier point là-dessus, je reviens sur le prédictif parce que quand je dis un phare, c'est ça, c'est prédire. Une fois qu'on a analysé ces informations, ce qu'on va vouloir faire, c'est prédire, est-ce que tel individu que j'ai capté sur Facebook, Twitter et autres, est-ce qu'il serait un bon ambassadeur de ma marque ou quelqu'un qui me freine? Donc avoir un modèle mathématique capable de dire, ces trois personnes-là, il faut que je les cible particulièrement. Ce qui veut dire qu'un surveille ces réseaux sociaux, à des personnes qui surveillent cela, et c'est à partir de cela qu'ils ont pu changer le packaging pour pouvoir séduire les jeunes, c'est ça? Absolument. Ah oui. Le packaging d'un produit qu'ils ont, ou même regarder des produits, des téléphones vendus en Australie, regarder ce qui se dit en Australie sur ce téléphone avant de savoir si ça vaut la peine de l'amener en France ou pas. Alors on va essayer de voir un peu comment tout chef d'entreprise peut se dire comment moi aussi je peux exploiter ces données. Il n'y a pas de raison. Juste avant, est-ce que les entreprises, on va parler de la France, mais peut-être plus globalement dans le monde, sont conscientes de l'importance de ces données et est-ce qu'elles commencent à les exploiter ? Alors c'est très variable, il y a quelques grands groupes dans la distribution qui commencent à utiliser ça, mais on est au début d'une nouvelle ère. Tout est à faire, il y a des startups qui se créent, des dinosaures comme nous qui sont là depuis 100 ans qui y allons aussi, mais voilà, tout est à faire. Tout est à faire, donc c'est... Mais juste pour qu'on comprenne bien un petit peu les enjeux, on a parlé d'un nouveau pétrole, ce fameux pétrole bleu. Cela signifie qu'une révolution est en marche dans notre société avec la création de nouveaux services, peut-être de nouveaux produits ou de packaging, on vient de le voir à travers l'exemple que vous nous avez cité. Et est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de nouveaux métiers comme les data analystes? On va faire une petite parenthèse là-dessus. Mais d'abord de manière globale, c'est quoi? C'est une révolution là? En termes de métier, oui, parce que les data analystes, bon, c'est un terme on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Derrière, c'est des mathématiciens, c'est des statisticiens, des gens qui connaissent des modèles bayésiens, les modèles de Monte-Carlo, pour arriver à trouver du sens dans les données et à prédire. Et ces gens-là, nos analyses, c'est qu'il va en falloir 150 000 en Europe dans les 5 ans à venir. Ça, c'est les spécialistes. Après, il y aura 1 à 2 millions de personnes dont le métier sera d'utiliser ces modèles mathématiques qui devront avoir des notions. Moi, j'ai été très frappé la semaine dernière de voir que Angela Merkel, en Allemagne, vient de faire un plan sur la démographie. Il y a un problème démographique en Allemagne, donc ils vont faire un plan pour relancer la natalité. Mais ils ont décidé de relancer l'immigration sur 2 catégories de métiers, les mathématiciens, et les mathématiciens pas pour faire de la théorie, c'est des data analystes, et puis les biotechnologies. Je me mets dans la peau d'un dirigeant, ça veut dire que demain, il faut que j'embauche un data analyst dans mes équipes, je le mets où, il va faire quoi, je lui dis quoi? C'est un nouveau métier aussi en même temps. C'est un nouveau métier. En fait, c'est un binôme qu'il faut créer. Nous, on parle de information to insight. En anglais, information to insight, ça se traduit mal. On le traduit en information, en action. Donc le data analyst, il est là dans chaque département. Dans le marketing, on l'a vu. Dans la vente, on l'a vu. Dans la supply chain, dans la R&D. Il est là pour objectiver la prise de décision et amener quelque chose de rationnel pour que le décideur ait confiance et décide. Il sera avec le marketing, il sera... Dans tous les départements. Dans tous les départements. Aujourd'hui, beaucoup dans le marketing, bien sûr, mais dans tous les départements. Ouais. Un petit mot quand même, une parenthèse, on a quelques minutes là sur la réglementation et la protection de ces données. Ça a été un petit peu évoqué déjà tout à l'heure. J'imagine qu'il y a des garde-fous, qu'on n'en pourra pas tout faire. Je sais que ce sera un débat à part entière, hein, c'est pas... Mais j'aimerais peut-être aussi connaître un peu votre point de vue sur cet aspect-là. Est-ce qu'on pourra tout exploiter? Il y a un point de vue très différent entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, beaucoup de consommateurs se disent, si je donne de l'information, si je donne mon compte Facebook, mon compte Twitter, par exemple, à ma banque ou à mon vendeur de chaussures, peut-être que j'aurai un meilleur service, un service plus personnalisé. En France, en Europe, on est plus réticent. Donc il y aura le choix. Maintenant, ce qu'il faudra s'assurer, c'est que les personnes sont conscientes
de l'utilisation des données qu'elle communique, qui est une gouvernance, mais je pense que quand même, pour avoir un service personnalisé, il faut aller vers ça. Donc c'est une forme de responsabilité personnelle, mais en échange, il faut effectivement que le service soit au rendez-vous. Il faut que le service soit au rendez-vous. Je voudrais juste donner un exemple là-dessus. Il y a 2 jours, nous avons nommé IBM Fellow, c'est le plus haut titre technique chez IBM, une personne qui était un joueur invétéré à Las Vegas, qui est devenu sans domicile fixe, homeless, qui a perdu sa maison, sa famille, et qui a recréé une société sur un domaine qu'il connaissait bien, qui était la fraude dans les casinos. On a acquis cette société, et aujourd'hui il travaille sur quoi? Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? D'abord, il connaît bien les modèles mathématiques, il y a travaillé, mais il connaît bien le métier, la fraude, il connaissait bien ce domaine, et les produits sur lesquels il travaille aujourd'hui, c'est exactement de faire ce dont on parle. Si je donne à ma banque le fait que sur Facebook, sur mon annuaire Google ou ailleurs, je suis en vacances aux Philippines ou en Malaisie le mois d'août, et si en même temps il y a une transaction bancaire à New York, il peut y avoir une fraude. Donc on a réuni, c'est un Lego, on prend des pièces de données, ces pièces de Lego, si on les rassemble, on peut arriver à trouver de la valeur, la lutte antifraude. Et là c'est très clair, pour le coup le service est là. Hein. On est plutôt content que la banque nous appelle dans ces cas-là. Avant la conclusion quand même, toujours côté PME ou grande entreprise, comment je peux avoir ce coup d'avance finalement? Alors j'ai bien compris, il faut que j'embauche un data analyst, il faut que je sois un peu plus sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à présent je stockais ces données et je ne savais absolument pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, j'ai peut-être quelqu'un qui va m'aider, mais quelles sont les bonnes ficelles à tirer pour pouvoir les transformer en business? Les bonnes ficelles, je dirais que c'est cette combinaison théorie, mathématiques, modélisation, métier, de partir sur un cas concret. On en a beaucoup dans tous les domaines. Je vais donner un exemple très très simple, à petite échelle, un hôpital. Un hôpital pour des prématurés. Il est équipé de capteurs, un prématuré, ça prend 1000 mesures par seconde. 120 prématurés, 120 000 mesures par seconde. Beaucoup d'hôpitaux regardent ces indications pour voir les grosses anomalies, une fois par jour, ou voire 2 fois par jour. Il y a des hôpitaux, au Danemark, c'est pas une énorme institution, qui se sont dit, tiens, on pourrait transformer ça. L'objectif, et c'est eux qui ont fixé l'objectif métier, ce sont les médecins qui l'ont fixé, est-ce qu'en détectant dans ces informations plus précisément, je ne pourrais pas gagner un jour dans la détection d'une anomalie? Donc voilà, un cap métier, et après la technologie suivra. Ouais. Pour prendre l'exemple de Stéphane tout à l'heure et du client et du banquier, est-ce qu'on peut imaginer demain, je sais pas, on peut prendre l'exemple d'une banque ou autre, que je sois capable, grâce aux informations que le client a accepté de me donner, de lui proposer une offre, je dirais, sur mesure, dont je suis pratiquement persuadé qu'il va l'accepter, tellement elle correspond à lui? Je sais pas, je veux pas faire de la science-fiction en même temps. Hein. Tout à fait. Nous, on appelle ça Next Best Action. Bon, donc c'est des solutions qui sortent. Next Best Action, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un appelle, ou va à une agence bancaire ou un centre d'appel, et l'agent qui reçoit le client, en fait, pratiquement, en analysant toutes les données, donc il faut beaucoup de données, moteur prédictif va lui dire, voilà, 4 options de vente. Si tu lui vends le produit B, il y a 70% de chances pour que ce client-là l'accepte. Ça va t'amener un revenu additionnel dans l'année de 200 €, et voilà le message à passer. Donc Next Best Action, c'est vraiment très concret dans la vente. Ça paraît de la science-fiction, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Donc c'est faisable, ce qui veut dire que demain, je dirais, une petite PME pourra avoir son propre process pour arriver à gagner des parts de marché, peut-être, et à vendre plus facilement, en connaissant mieux son client. C'est ça l'objectif. Si je vous demande en conclusion, qu'est-ce que vous diriez à ces dirigeants concernant les données? Pourquoi elles doivent s'y pencher aujourd'hui et pas attendre que le train passe? Je dirais que, alors si je quitte l'or bleu et je vais vers l'or noir, en France on n'a pas de pétrole mais on a des données. Bon, il y en a partout, mais si on sait exploiter ces données-là, si on arrive à être agile, alors on parle de réindustrialiser la France, un problème de réindustrialisation, mais les données, ça va être le moyen pour créer des produits plus pertinents, d'avoir une relation client plus pertinente. Donc cette agilité-là, elle va se produire par la capacité à traiter des données. Et en fait, on a la chance en France d'avoir d'excellents mathématiciens. La plupart des produits IBM dont on parle là, de prédiction, ils sont faits par des équipes françaises, à Gentilly et à Sophia Antipolis. Et nous, de notre côté, on a fait notre boulot. On a une équipe de 5000 informaticiens. C'est sûrement la plus grosse équipe d'informaticiens d'une entreprise privée. 5000 informaticiens. Maintenant, le challenge en France, on a des bons mathématiciens, on a des bons théoriciens. C'est en termes de formation
façon dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, de faire par exemple des études de cas exploitant ces technologies et combiner la théorie et la pratique pour que ces gens soient opérationnels le plus vite possible. Dans les 5 ans à venir, on en a besoin. Voilà, on vous a éclairé rapidement en 15 minutes sur ce nouvel or bleu. Merci beaucoup Philippe Bourdonnez, qui est directeur stratégie software d'IBM France.